Alors bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 9 mars pour le premier numéro de Regard extérieur avec Jacques et Nicolas. Alors Jacques, aujourd'hui pour ce premier numéro, on a décidé de parler d'un sujet brûlant d'actualité parce que c'est aujourd'hui. Alors de quoi s'agit-il? Alors, euh, donc j'ai remarqué sur Facebook par hasard qu'il y a un certain historien qui s'appelle Vladimir Viatrovitch qui est arrivé à Paris pour une conférence qui commence aujourd'hui et qui est consacrée à l'Holocauste en Ukraine. Et sa présence à Paris a l'air de d'agacer certaines organisations juives et peut-être que tu pourrais expliquer pourquoi, puisque tu es un peu un spécialiste du sujet de l'Ukraine. Alors à propos, alors il faut préciser, parce que tu ne l'as pas dit Nicolas, qu'en fait la conférence elle a lieu dans l'université de Panthéon-Assas, C'est Paris ça. 2. Donc, ce qui sous-entend une invitation officielle, on n'invite pas des gens comme ça dans une université, on ne fait pas une conférence comme ça. Et que derrière la conférence, il y a aussi la fondation de la Shoah, donc organisation française. Et cette conférence a reçu, a été publiée euh, par le Comité Ukraine, qui est un blog qui est publié sur Libération et qui est géré par des gens que tu connais un peu, comme Galia Ackerman et quelques autres figures Alors on va, de la russophobie en France. alors on va en parler. Alors peut-être pour commencer, explique-nous donc comment ça commence cette histoire. Tu parlais donc du comité ukrainien, des Juifs d'Ukraine, donc qui donc a lancé une alerte, c'est ça? C'est donc, oui, le monsieur Dolinsky, Edward Dolinsky, a écrit sur Facebook un message pour expliquer qu'il y a ce euh, Viatrovitch qui vient à Paris et que un historien qui est en fait un propagandiste euh, qui, qui présente une version totalement déformée de l'histoire du nationalisme ukrainien et notamment sur les histoires des massacres de juifs et de polonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors parlons un petit peu du bonhomme. Alors, parce qu'on a un peu enquêté, Nicolas et moi, sur le sujet. Alors, Vladimir Vietrovitch, il est né à Lvov en 1977. C'est un monsieur qui a fait une fac d'histoire à Lvov, mais en fait, alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas du tout spécialiste de la Shoah en Ukraine, de la Shoah par balle, etc. Il est spécialiste des mouvements nationalistes ou du mouvement nationaliste ukrainien. Donc, c'est évidemment un petit peu, on va comprendre pourquoi son invitation est un petit peu sulfureuse. Alors, ce monsieur a soutenu sa thèse en 2004. Et tout de suite derrière, il a été un membre important de la Révolution orange, un activiste important dans la Révolution orange. Alors, je rappelle, c'est en 2004, il y a un mouvement populaire demande des changements, qui demande que les politiciens tournent, qui est de la démocratie, qui est de l'Union européenne. On verra qu'on commencera avec les drapeaux orange à voir s'agiter les drapeaux de l'Union européenne. Il faisait partie d'un groupe qui s'appelle PORA. Alors PORA, c'est une organisation qui était financée alors par George Soros, donc ça va parler à beaucoup de gens. C'est aussi une organisation financée par l'ambassade du Canada parce qu'il y a une très importante diaspora d'origine ukrainienne, plus d'1,2 million personnes au Canada, et puis d'autres, on va dire, ONG américaines. Donc voilà, c'est le début de la carrière de Viatrovitch. Et en fait, son propos, ça va être rapidement de défendre le point de vue nationaliste ukrainien, mais de le défendre de manière assez étrange, selon un révisionnisme entendu et qui est maintenant le discours officiel en Ukraine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a deux thèmes principaux sur lesquels ils communiquent. On va en parler. L'Holodomor, grande famine Et les au massacres début de des années Volhynie. 30, 32-34, et les massacres de Volhynie, c'est les massacres de Polonais commis par les nationalistes ukrainiens en Volhynie, Galicie et dans l'ouest, sud-ouest de l'Ukraine en 1943-1940.
Voilà, donc ce monsieur, finalement, le discours, c'est les nationalistes ukrainiens ont sauvé des juifs, les nationalistes ukrainiens n'ont pas participé à la Shoah par balle et à la persécution des juifs, les nationalistes ukrainiens n'ont pas combattu et massacré, enfin n'ont pas massacré des civils en Pologne, enfin en Pologne dans l'ouest de l'Ukraine, mais des soldats polonais, ainsi de suite. Et encore pire, encore derrière, les principaux responsables, d'après M. Vladimir Viatrovitch, de tous ces faits, ce sont les juifs eux-mêmes. Donc les juifs auraient été à l'organisation finalement de leur propre massacre. Et les Polonais seraient également, alors non pas évidemment l'organisateur du massacre, mais par le fait des événements historiques, les méchants dans l'histoire face à des gentils nationalistes qui ne voulaient finalement que l'indépendance. Donc, les vrais patriotes. Alors, par rapport à Viatrovitch, ce qu'on peut dire, pour continuer le propos, c'est que la suite de sa carrière est intéressante. Parce que en 2008, il va devenir, alors tenez-vous bien, le directeur des archives du service de sécurité de l'Ukraine, le fameux SBU. Donc le SBU qui est à la fois donc les services de sécurité et une police politique actuellement. Donc il sera à la tête de ces archives de 2008 à 2010. Alors, vous me direz, pour un historien, être archiviste, c'est normal. Mais quand même, j'ai assez peu vu dans mes amis historiens ou dans les grands historiens que je connais. On pourrait prendre des exemples en France, hein, mais Alain Decaux, enfin, on peut citer Gallo, on peut citer Castelot, on peut en citer beaucoup d'autres, n'ont jamais été directeurs des archives de la DGSE. Enfin, c'est quelque chose de très bizarre, déjà. Pendant cette activité-là, sa charge finalement, c'était sous Yushchenko, donc le président qui a précédé Yanukovych, donc à peu près entre 2006, enfin 2005-2010, il a été chargé finalement d'une réécriture de l'histoire déjà à cette époque. Et en 2009, en mars, ils font une exposition sur l'Holodomor à Sébastopol. Alors le lieu est intéressant hein, parce qu'on est quand même dans une ville russophone, d'origine russe à plus de 90%, la population est vraiment russe et criméenne. Donc c'est vraiment un endroit spécifique. Et là, ils font une exposition et il y a 6 grandes photos dans l'exposition. Très rapidement, 4 des photos se sont révélées être des photos qui étaient hors du contexte. C'est-à-dire que ce monsieur a publié dans son exposition, a présenté dans son exposition 6 grandes photos de l'Holodomor. Donc on va expliquer après ce que c'est. Et 4 de ces photos étaient finalement des fakes. Alors 2 de ces photos avaient été prises aux États-Unis en 1935, dans l'Arkansas et l'Oklahoma. Et c'était des photos après, alors vous vous souvenez, la grande crise, le krach de 29, puis il y a la grande dépression aux États-Unis, et il y a aussi des gens qui meurent de faim hein, donc, aux États-Unis à cette époque. Et 2 autres photos avaient été prises dans la région de la Volga, donc en Russie et non pas en Ukraine, pendant la guerre civile russe ou tout de suite après la guerre civile russe, 1921-1922. Donc, moi, je suis historien, on est toujours apprenti historien. Je le répète toujours d'ailleurs, il faut rester modeste en histoire. On peut se tromper, et on peut se tromper sur une photo. Sur 2, ça paraît quand même déjà un peu douteux. 3, 4 photos, donc c'est-à-dire les 2 tiers des photos qu'il présentait, ça commence à devenir extrêmement suspect. Et moi-même, en histoire, d'ailleurs comme dans le journalisme, la vérification de ces sources est une obligation scientifique. On ne peut pas faire confiance à un document, à une photo, comme argent comptant. Et donc, ce monsieur, je suis absolument certain que quand il fait son exposition, en fait, il sait très bien d'où viennent ces photos. Et le travail de ce Vladimir Viatrovitch, finalement, depuis toujours, c'est, comme tu l'as dit, de la propagande, de réécriture de l'histoire, pour magnifier le mouvement nationaliste ukrainien. Et on comprend bien que dans le contexte du Maïdan, eh bien, ce monsieur est devenu un héros. Alors, on peut peut-être encore en parler un petit peu plus en profondeur. Pour finir sa présentation, évidemment, à partir de 2010, il connaît une éclipse.
parce que Yanukovych est au pouvoir et il n'est plus question de magnifier l'ultranationalisme ukrainien dans les sphères du pouvoir. Et donc, notre Viatrovitch réapparaît pendant le Maïdan. Et comme il avait été un grand activiste de la Révolution orange, il le sera pour le Maïdan. Alors, on le trouve, d'ailleurs, voilà sa photo, là, j'ai trouvé une photo où on le voit dans le Maïdan. Donc, il sera carrément dans les cadres, on va dire, du Maïdan. Et actuellement, il est directeur d'un centre de mémoire sur de l'Ukraine. Donc, alors, mémoire, attention, c'est-à-dire qu'on présente dans ce centre mémorial, dans lequel il est directeur, les nationalistes ukrainiens d'une autre façon. Alors, peut-être maintenant, on peut revenir à notre conférence. Oui, qui est derrière, qui est derrière cette conférence-là? Parce que tu dis Paris, Panthéon, Assas. Mais qui a organisé, donc qui est le, donc je dis Galia Ackerman qui organise ça notamment. C'est qui? Alors, Gala Ackerman, alors c'est toi qui as découvert cette information. Quand on avait une discussion, toi et moi, la question que je posais, il serait intéressant de savoir, à Panthéon-Assas, s'il n'y a pas une Ukrainienne de la diaspora ou quelqu'un. Parce qu'on n'invite pas dans une université française, encore moins Paris. Bon, c'est pas la Sorbonne, mais c'est quand même peut-être dans les 5 plus fameuses universités françaises. Un personnage comme Viatrovitch, sans qu'il y ait une décision, sans qu'il y ait des gens qui décident, sans qu'il y ait le doyen de l'université qui soit mis au courant, soit qu'il y a des décideurs. Et donc, L'organisation, effectivement, c'est Ackerman et Ostapenko. Son prénom, j'ai oublié, mais donc c'est une Ukrainienne, oui, effectivement. Qui, voilà. Alors, pourquoi une Ukrainienne est derrière? Alors, parce que l'Ukraine, c'est 20 millions d'Ukrainiens qui ont émigré depuis justement les années 20, donc depuis la guerre civile russe, en passant par la période de la Grande Famine, donc de l'Holodomor, puis après la Seconde Guerre mondiale, puis après la chute de l'URSS. 20 millions d'Ukrainiens dans le monde. J'ai dit 1 200 000 au Canada, 900 000 aux États-Unis, enfin presque le million. 500 000 et des brouettes, quelques-uns, donc Brésil, Argentine. Il y en a en Australie, il y en a beaucoup en Allemagne et il y en a en France, environ 150 000. Donc cette immigration-là, voilà, moi je ne connais pas cette femme, c'est une femme dont tu parlais? Oui, oui, oui. Voilà, je ne la connais pas, elle se trouve dans l'administration certainement de Panthéon-Assas quelque part. Et puis, alors Gala Ackerman, c'est autre chose. Gala Ackerman, c'est un personnage quand même là qui sent le soufre à plein nez. Donc cette femme donc, était soviétique, russe. Elle a immigré au tout début des années 80 en France, il me semble en 1982. Et ensuite, elle s'est frayé un chemin jusque dans les sphères des médias français. C'est une femme de l'ombre parce qu'on ne la trouve pas beaucoup sur Internet et elle est difficilement trouvable. Mais par contre, vous avez quantité d'articles de Gala Ackerman parce qu'elle est, on va dire, autoproclamée spécialiste de la Russie. Alors, c'est une Russie un peu particulière, hein. C'est-à-dire que Gala Ackerman était dans une haine viscérale de l'Union soviétique. Bon, on peut le comprendre, chacun a son opinion sur l'Union soviétique. C'est possible qu'elle est effectivement dans un tel contexte que celui de l'Union soviétique. Bon, subit l'Union soviétique et en est finalement gardé des rancœurs. Le problème, c'est que Gala Ackerman, elle propulse ce passé sur la Russie. Donc pour elle, l'Union soviétique et Fédération de Russie, c'est la même chose. Brejnev et Poutine, c'est la même chose, etc., etc., etc. Donc, elle fait une œuvre de russophobie dans ces articles que moi j'ai lus, pas tous, hein, parce que c'est pas possible, on a écrit énormément, hein. Vous imaginez, je ne sais pas quand est-ce qu'elle apparaît, parce qu'elle a écrit aussi des livres. Donc, son cheval de bataille, c'était Tchernobyl. Donc, tous les stéréotypes, si vous voulez, de russophobie. C'est un lieutenant de Bernard-Henri Lévy. Donc on la trouve régulièrement en photo avec Monsieur Lévy dans des cocktails, dans des grands hôtels parisiens ici et là, et à l'ambassade d'Ukraine très souvent, comme par hasard. Et donc avec tout un aéropage de personnalités qui toujours se retrouvent finalement à l'œuvre pour magnifier la fantastique révolution du Maïdan.
et des Et révolutions colorées. tous ces gens-là, on les retrouve dans la liste des contributeurs du comité Ukraine sur Libération. Donc il y a l'inénarrable Antoine Arjakovski qui est dans le lot et il y en a d'autres. Oui, alors déjà, c'est quand même assez étrange que, par exemple, on retrouve une conférence de Panthéon-Assas qui dit au journal Libération. Déjà, on peut se demander. Comité Ukraine, c'est un blog de Libération et voilà, ils présentent ça comme un mouvement de démocratisation, lutte contre la corruption, etc. Et à Libération, ils y comprennent que dalle. Et voilà, ça leur donne une plateforme pour Qu'est-ce propager que leur discours. Libération, pourquoi Libération finance, parce que Euh, j'imagine que ça ne se fait pas comme ça, pourquoi ce blog existe? Pourquoi Panthéon-Assas relaie finalement est lié à cette organisation de conférence, en imaginant d'ailleurs, et vous le savez tous, on a subi il y a quelques années des scandales autour du révisionnisme et du négationnisme avec nos propres révisionnistes la plupart du temps, où on nous en a rabâché jusqu'à qu'on en est, mais vraiment jusque-là, avec jusqu'à... des réactions euh, un petit peu exagérées d'Emmanuel Valls. voilà, et Manuel puis Valls. aujourd'hui, on a un fameux révisionniste ukrainien qui vient à Paris, à Panthéon-Assas, faire son discours pendant 3 jours. Alors, il ne va peut-être pas parler pendant 3 jours parce qu'il y a une conférence avec beaucoup d'intervenants, mais en tout cas, la conférence, elle commence aujourd'hui et jusqu'au 11 mars. Et nous faire son discours révisionniste des juifs qui se sont entretués, des gentils Ukrainiens qui ont tenté, bon, De avec les peu de arrêter. succès, de sauver des juifs. Bon, voilà. Alors, maintenant qu'on a présenté un petit peu quand même bien le problème de sa venue, d'ailleurs, remarquons que aucun média français, évidemment, n'a dénoncé ce fait qui est absolument scandaleux. La Russie ou les États-Unis invitent un fameux révisionniste français pour nous expliquer que la milice bon, de Touvier et puis de Darnan était finalement une organisation humanitaire qui a voulu sauver les Juifs. C'est à peu près exactement le même schéma. Ouais, C'est- c'est à peu près On pareil. rigole, on rigole, mais c'est très grave. C'est délirant, oui. Enfin, et Oui. par contre, évidemment, les médias français, on peut parler. Donc tu t'imagines bien que Le Monde, avec BHL au comité de direction, ils vont pas parler de ça. Mais par contre, en Israël, il y a le Times of Israel qui en a parlé. Il y a quelques petits journaux médias américains qui en ont parlé de la venue de Viatrovitch à Paris. Ça fait quand même un petit scandale. Ils ont quand même parlé de l'information de manière négative alors à Tel Aviv. Ah, évidemment, oui. Et pareil, j'ai trouvé un média juif américain, pas un grand, mais c'était un truc comme Jewish News of, je sais plus quel état, qui en ont parlé de façon très négative. Qui d'autre en a parlé euh, je l'ai vu Ça fait quand même. en russe. J'ai vu un média russe qui en a parlé en anglais. Voilà. Mais la France, bien sûr, silencieuse. Alors que ça se passe en France à Panthéon-Assas, hein. C'est quand même assez extraordinaire. Alors peut-être maintenant on va passer. Alors on va faire très court, mais vous expliquer, parce qu'on n'a vraiment pas expliqué vraiment très en profondeur, mais on va le faire de manière succincte, ce qu'est l'Holodomor et ce qui pose problème justement par rapport au discours de ce monsieur et sur les massacres de Volhynie. Donc je propose qu'on ait un échange d'abord sur l'Holodomor. Donc, l'Holodomor, c'est un massacre par la faim, et c'est dans les années 30, tu as dit, et c'est causé par quoi? L'Holodomor, c'est finalement dû finalement à un long parcours historique de la guerre civile russe, la prise de pouvoir des bolcheviks. Le RSS est isolé diplomatiquement. D'ailleurs, elle n'arrivera à briser cet encerclement diplomatique au milieu des années 30, hein, d'ailleurs en signant des accords d'une pseudo-alliance qui n'aura finalement aucun effet en 1935 Avec la France. euh, avec la France. Et donc, Staline a pris des décisions dramatiques. Il a décidé d'abord la collectivisation forcée, collectivisation qui donc finalement condamne
tous les paysans de l'URSS à livrer leur matériel, leur bétail, à rentrer dans des kolkhozes et finalement à livrer leurs terres. Alors, il faut dire que Lénine était absolument contre la collectivisation. Il avait engagé la NEP, qui était donc une sorte de libéralisation de la société communiste au niveau des échanges. Et surtout, dans les grandes promesses de Lénine, il y avait donner la terre aux paysans. Donc ils avaient commencé, ils avaient donné la terre aux paysans. Donc là, on leur dit maintenant, vous n'êtes plus rien, vous n'êtes plus que des employés de l'État et vous n'êtes plus propriétaires. Donc ça a posé problème. Staline a inventé le concept de kulak, donc c'est-à-dire un paysan propriétaire, une espèce de capitaliste méchant, avare, qui donc économisait son argent, qui spéculait et qui donc faisait du mal qui était un ennemi du peuple. Et derrière ça, des mauvaises récoltes et des villes industrielles. Alors je rappelle que la Russie s'industrialise un peu tardivement, mais dans les années 1890, et Staline décide de marcher à marche forcée vers une industrialisation. Ce sera les plans quinquennaux, il y en aura un grand nombre hein, durant l'ère stalinienne et après. Donc, Euh, pour situer le retard, ils sont en retard par rapport à l'Allemagne, un peu en retard par rapport à la France aussi, mais ils ne sont pas complètement à la ramasse parce que, par exemple, ils ont une production d'avions qui commence en même temps que l'Angleterre et une armée de l'air qui est créée, si je me souviens bien, en 1912, la même année que l'Angleterre. Donc, ils sont voilà. en retard, mais pas tant que ça, quoi. Ils ont bien rattrapé, ils étaient en train de rattraper à grands pas. Donc Staline à ce moment-là se trouve face à des villes. Alors ces villes-là ont fait la révolution. Dans les usines, il y a les soviets. Ce sont les ouvriers et les marins de la flotte de Pétrograd qui font la révolution. D'un coup, il se retrouve vers une menace de famine parce que bon, bah, il a pris cette mauvaise décision de la collectivisation. Donc, bien sûr, là, on envoie l'armée, le NKVD, la Tchéka, on arrête tout le monde, on fouille les fermes. Si on trouve du blé, on exécute tout le monde, on déporte. Voilà, c'est ça. Donc, il est évident, dans un contexte comme ça, la production de blé, boum, elle chute de manière dramatique. Et Staline préférera alimenter les villes pour les nourrir parce qu'elles auraient été des foyers de révolution extraordinaires. Et d'ailleurs, dans les années 20, 21, 22, les révolutionnaires de l'origine s'étaient déjà révoltés. Il y avait les révolutions, les révoltés des armées vertes, donc là ce sont des paysans qui se révoltent, mais aussi beaucoup dans les usines. Alors il y a des cas très célèbres, il y a donc à Leningrad, à Petrograd, il y aura aussi Yekaterinbourg. Donc Staline décide, on prend les ressources, on nourrit les villes aux dépens des populations. Alors, version ukrainienne, ça c'est Vladimir Viatrovitch qui le dit, ainsi que beaucoup d'Ukrainiens. L'eau de mort, c'est la famine qui a été inventée par Staline pour tuer les Ukrainiens. Ça, c'est le premier mensonge historique. Bien sûr, je ne défends pas Staline. Toi et moi, nous ne défendons pas Staline. Que Staline aurait organisé cette famine de façon dirigée contre les Voilà, Ukrainiens. pour créer un génocide. Alors, premier fait, parce qu'on va aller très vite, premier fait, l'ouest de l'Ukraine, à ce moment-là, n'est pas dans l'URSS. C'est un territoire polonais. Alors, je ne vais pas expliquer pourquoi, on le fera dans une Donc, autre vidéo. Lvov, par exemple, à l'époque, c'est en Pologne. Voilà, donc eux, ils subissent pas la faim. Mais c'est de cette région qu'actuellement on se plaint le plus du fameux Holodomor. C'est assez étrange, ils ont pas, ils avaient du pain, je dirais pas peut-être à foison, mais évidemment, l'Ukraine a toujours été le grenier à blé de la Russie. Donc il fait partie de la zone où il y a le plus de morts, mais il y en aura d'autres millions. Alors le Kouban, le Caucase, la Volga, le Don, Kazakhstan, etc. Donc l'Holodomor, ce n'est pas du tout Donc, une famine que Staline aurait dirigée exclusivement contre les Ukrainiens, mais et contre son peuple d'une manière très large. toute la partie sud de la Russie de l'époque, Voilà, alors premier de fait. Le l'URSS. deuxième, le nombre de morts. Le nombre de morts, alors bon, si on écoute les Ukrainiens, il y aurait eu jusqu'à 10 millions de morts. Si on écoute des historiens plus, quand même, un petit peu plus sérieux, on serait autour des 4 ou 5 millions. Les chiffres les plus bas sont donnés pour 2 à 4 millions. Bon, alors, Ça a l'air d'être fait sur mesure pour dire on a plus souffert que les juifs en fait. oui,
Et aussi, regardez, alors eux, le deuxième mensonge ukrainien, par exemple, s'il y a eu 5 millions de morts, alors, disons 5 millions ou 4 millions, les 5 millions sont tous morts en Ukraine. Et on oublie ceux du Kuban, ceux du Kazakhstan, etc. Mais en fait, en réalité, c'est peut-être 2 millions en Ukraine et les 2 ou 3 autres millions, ou le million supplémentaire sur les autres régions. Certes, l'Ukraine a beaucoup souffert de du dictateur Staline. Là, moi, je ne défends pas du tout la décision de Staline. C'est un dictateur, j'ai écrit beaucoup à son sujet, voilà. Mais dire que seuls les Ukrainiens sont morts de cette famine, c'est assez stupide. Comme si la famine, elle s'arrêtait aux frontières de l'Ukraine actuelle et que les paysans du Kuban, de la Volga ou du Kazakhstan qu'on avait privés de leur récolte, eux, on ne sait pas pourquoi. Exactement de la même manière, ouais. Voilà. Donc ça, c'est l'Holodomor. Donc c'est un mensonge. Alors, je le dis quand même, il y a un mensonge russe. Le mensonge russe, c'est de dire que Staline n'avait jamais pensé finalement à affamer les paysans, à leur faire du mal, et que finalement c'était une décision qui était prise en se disant, bon, bah, ils survivront, ils feront comme ils pourront, mais nous, il faut qu'on nourrisse les villes. Là, il y a un mensonge. Staline savait ce qui se passerait, et il y a un exemple célèbre dont j'ai déjà parlé, un officier soviétique qui alerte Moscou en disant, mais les gens meurent. Et cet officier, on va le mettre dans un placard en disant, tais-toi, tais-toi, t'es pas là pour ça. Donc c'est un officier du NKVD. Hein. Je me souviens plus comment il termine, mais certainement très mal quelques années plus tard. Hein. Mais bon, le pouvoir sait ce qu'il fait, et le mensonge, c'est que Staline a vraiment, alors non pas frappé les Ukrainiens, mais frappé la paysannerie dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il a trahi la révolution, il a trahi la pensée de Lénine, parce que dans la pensée de Lénine, c'est d'abord le paysan, c'est d'abord l'ouvrier. Donc là, on va tuer le paysan pour nourrir l'ouvrier, pour pas qu'il se révolte. C'est à peu près ça. Voilà. Donc ça, c'était l'Holodomor. Donc ça, M. Biatrovitch, lui, nous raconte des falaises en long, large et travers. Voilà. Alors c'est un drame historique hein, qu'on ne peut nier, qui est considéré comme génocide, il me semble. Il y a eu tout un tas de tentatives, alors par l'Ukraine, hein, mais il y a eu Et tout un tas de justement, tentatives. ce Viatrovitch cherche à faire reconnaître ça au niveau international comme un génocide. Et il a Voilà. Alors, réussi, il a eu des réussites avec le Portugal récemment. et il y a le Canada, il y a longtemps, évidemment, qui a reconnu le mort, etc. Mais bon, le propos, c'est pas de dire finalement il n'y a pas eu de génocide. Certes, c'est un génocide. Bon, bah, quand on décide la mort par la faim même de 1 million d'hommes, si ce n'était qu'1 million, c'est toujours abominable. Maintenant, son deuxième cheval de bataille, donc les Et les massacres massacres. de Polonais. Alors, on y reviendra toi et moi. Donc, dans la rhétorique de Piatrovitch, il faut quand même qu'on remette très rapidement. Hein, pour pas s'enliser, on fera un thème, toi et moi, sur le sujet. Les Ukrainiens nationalistes sont les alliés de l'Allemagne nazie. Voilà, en 1941, ils sont occupés par la Pologne et l'Union soviétique. Quand la guerre commence, naturellement, les Ukrainiens se rangent du côté des Allemands et vont combattre avec eux. Mais les Allemands n'ont pas du tout l'intention de leur donner l'indépendance. Donc aujourd'hui, le mensonge, c'est bon, Hitler fait arrêter finalement Bandera quand il proclame l'indépendance de l'Ukraine. Mais il utilise les Ukrainiens pendant toute la guerre. Alors les Allemands leur font pas tellement confiance parce que bon, il faut quand même le dire, les Ukrainiens en tant qu'armée, enfin, en tant que soldats, par rapport à un soldat soviétique ou à un soldat allemand, en 1941, bon, c'est une bande désorganisés. Ils seront formés en bataillon de police spéciale, bon, une sorte de supplétif sous-armé, et on va les employer dans la lutte contre les partisans et la Shoah par balle. Donc la Shoah par balle, je le rappelle, c'est pas seulement que les tueries de juifs à coups de crosse et puis par balle, mais aussi de tous les opposants, enfin slaves, communistes, tziganes, homosexuels, etc., 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 et juifs évidemment. Donc ces bataillons ukrainiens participent à ces massacres et à la fin de la guerre, quand il y a le repli, non, Hitler pardon, libère Bandera et lui dit, bon, en gros pour schématiser, mon gars, les rouges arrivent, va falloir se défendre. Et donc à ce moment-là, les Ukrainiens ont quelque temps avant créé l'UPA, donc l'armée indépendantiste ukrainienne, et bien sûr ils vont combattre contre les soviétiques. Et dans cette logique, ils vont décider l'épuration ethnique
de toute la zone autrefois occupée par les Polonais. Donc, Volhynie, Galicie. Alors, il y a deux Galicies, l'occidentale, l'orientale. Ça, c'est important de le préciser. Et les massacres vont plutôt se passer en Volhynie en 1944. C'est 1300 villages qui sont passés par le fil de l'épée par les nationalistes ukrainiens. Alors, quand je vous dis 1300 villages, il n'y a pas d'armée polonaise ici. La Pologne était même à terre. Je veux dire, il y aura d'ailleurs l'insurrection de Varsovie en juillet 1944. Ils sont eux-mêmes en lutte et occupés de partout, les Polonais. Donc il n'y a pas d'État polonais qui est en mesure de se défendre ici. L'État Ce sont des, polonais est à Londres à l'époque. voilà, à Londres, et puis Staline, je crois que c'est en juillet 1944 d'ailleurs, forme un deuxième gouvernement polonais à Lublin. Alors, il a libéré une partie du pays, et il y aura un deuxième gouvernement polonais, le communiste, et puis celui d'Angleterre. Et donc à ce moment-là, les Ukrainiens, ben, ils massacrent les habitants de 1300 villages. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup d'hommes dans ces villages, hein. C'est la guerre, tout a été mobilisé, les hommes ont été envoyés au front, certains ont été tués par les soviétiques, on se rappelle de Katyn pour les officiers, d'autres combattent dans des armées, donc on massacre des femmes, des vieillards, des enfants. Le nombre n'est pas très clair, entre 70 000 et 200 000. Bon, on est encore toujours dans cette espèce de délire de soit minorer les pertes, soit les majorer. On ne saura jamais, mais disons que 80 000 personnes, ça paraît acceptable, peut-être plus, et c'est déjà beaucoup trop, et en sachant que ce sont que des civils. Donc l'armée ukrainienne massacre volontairement pour nettoyer le terrain, en se disant j'ai perdu la guerre, mais j'aurais tué les Polonais. Et après la guerre, ces terres seront automatiquement à nous. C'est d'ailleurs ce qui va se passer. Bon. Donc, alors, le discours de Petrovitch, c'est de dire nous étions face à une armée polonaise. Alors, déjà, très étrange, quelle armée polonaise? Nous avons été occupés par les Polonais. Alors, certes, ça c'est vrai, les Polonais les ont envahis en 1918 et ont occupé la Galicie, pris Lvov. Mais bon, si on reprend toute l'histoire, d'ailleurs, je recommande à tout le monde de lire le roman de Nicolas Gogol, Taras Bulba, pour un peu comprendre ce qui se passe toujours depuis très longtemps dans ce pays bizarre. Voilà, je pense, une bonne lecture pour comprendre ce qu'est l'Ukraine de l'époque et les siècles suivants. Et donc, pour revenir à notre propos, Pietrovitch lui dit nous étions avec des gentils indépendantistes, des gentils patriotes qui voulaient l'indépendance de l'Ukraine, et ils ont combattu des soldats polonais. Bon, comme je viens de l'expliquer, il n'y avait pas de soldats polonais. Ceux qui sont défendus, ben, ils sont défendus parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et ces villages ont été attaqués au petit jour, à la grenade, au lance-flammes. Ils ont tout passé au fil de l'épée dans des conditions atroces. Il y a des photos avec des monticules de corps. Ils ont massacré les gens à la manière des massacres de Vendée, des massacres de l'Arménie aussi, quand l'armée turque attaque des villages arméniens, ça a été la même chose. Donc on massacre tout le monde en randonnion et on fait la chasse aux survivants. Donc dans les forêts, on les pourchasse, on les extermine. Donc voilà, ce monsieur à Panthéon-Assas va nous expliquer que il n'y a pas eu de massacre de Volhynie, ou alors tellement peu, et que c'était des méchants polonais, et que gentils ukrainiens voulaient l'indépendance. Voilà donc sur les deux sujets qui mettent en porte-à-faux ce monsieur Vladimir Viatrovitch. Et c'était la raison principale d'alerter le public français. Je ne sais pas ce que tu en penses, ce qu'on pourrait faire au niveau de Panthéon-Assas, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire. Ouais. Ben, c'était aussi pour compléter, il y a un énorme dossier sur les crises. Euh, et c'est un peu dommage qu'il n'ait pas attrapé le sujet à la volée, mais il est un peu débordé avec Macron et le reste là. Mais on peut consulter son dossier qui est quand même très bien fait et qui Donc explique. sur les crises, tu nous parles de Olivier Berruyer, c'est ça? C'est ça, qui en 2014, donc quand au moment du Maïdan, il expliquait, et que tous les médias expliquaient, ah mais c'est formidable, les démocrates vont prendre le pouvoir contre les méchants pro-russes corrompus.
Et Olivier Berruyer a fait un énorme dossier sur la question où il explique, il parle du massacre de Volhynie, de Babillard, donc le grand massacre de juifs à Kiev, et toute cette question, et voilà, qui est un bon complément. Voilà. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est terminé. On a décidé donc avec Nicolas qu'on ferait des sujets comme ça. Alors aujourd'hui, on s'est concentré sur un sujet russo-ukrainien, évidemment français, puisque c'est Panthéon-Assas. Je vous invite quand même tous peut-être à écrire une bafouille à Panthéon-Assas. Je pense qu'il n'y a que par les actions citoyennes qu'on peut alerter et leur dire attention, vous ne faites pas ce que vous voulez, on est chez nous. L'université française appartient aux Français, à tous les Français. Il n'est pas souhaitable, il n'est pas acceptable que de tels personnages soient invités comme ça, en invité d'honneur. Donc j'invite ceux qui nous écouteront à faire en sorte que l'information soit relayée au plus large. Et si vous avez du courage, d'écrire carrément à Panthéon pour leur dire voilà, mais qu'est-ce que vous faites pourquoi qui est ce monsieur voilà. Donc on vous remercie et puis on traitera des sujets très très différents. Donc on a décidé avec Nicolas qu'on avait des choses à dire. Donc on vous dit Surtout ce qui est présenté de manière très fausse dans les médias, surtout. voilà. Et notre schéma, ça sera toujours la même chose. Donc un fait d'activité brûlante ou quelque chose qui nous dans l'actualité internationale et une explication historique. Donc ça sera ma partie, puisque bon, je suis historien. Alors comme j'ai dit apprenti, mais parce que aucun historien n'est jamais évidemment détenteur de la vérité. Mais du moins, essayer de montrer aux Français qu'avec un peu de critique, avec un peu de bon sens, eh ben, on peut réfléchir et on peut faire les choses. Voilà, à très bientôt. À bientôt.